Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 19 morts depuis lundi dans les manifestations contre la MONUSCO, mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Et depuis lundi, les manifestations s'étendent à différentes villes dans le sud Kivu. Retour sur ces images avec nos images exclusives de France 24. La Guinée-Bissau, ultime étape de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. Il est le premier président français à se rendre dans ce pays lusophone qui vient de prendre la présidence tournante de la CEDEAO, l'organisation sous-régionale ouest-africaine en proie à de nombreux défis avec plusieurs coups d'État en quelques mois. Les législatives au Sénégal J-3, après des semaines intenses et tendues entre le pouvoir et l'opposition, le pays vit-il un recul démocratique? Enjeux et décryptage à suivre dans ce journal. On ouvre ce journal par la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Les manifestations contre la mission des Nations Unies se multiplient. On déplore 19 morts depuis lundi et les manifestations se poursuivent dans différentes villes du sud Kivu. Sophie Lamotte avec les images exclusives des Obs de France 24. La route est quasi déserte. Il n'y a que les militaires qui patrouillent. Elle rejoint la ville de Bukavu, à Uvira, dans l'est du Congo. Un enjeu stratégique pour les forces de l'ordre qui cherchent à stopper la multiplication des manifestations anti-casque bleu. Elles ont commencé à Goma ce lundi et sont ensuite apparues à Beni, Butembo et Uvira. C'est ici que 4 jeunes sont morts, électrocutés par un câble électrique. Certains parlent des tirs de sommation des casques bleus qui auraient coupé le poteau, entraînant la chute du câble et causant cet accident mortel. Nous n'avons aucune preuve que les troupes de la MONUSCO tiraient sur des civils. Mais encore une fois, nous menons une enquête avec le gouvernement pour déterminer exactement d'où venaient les tirs. Les manifestations sont interdites depuis mercredi et les mouvements sont restreints. Ce marché est normalement noir de monde. Ce jeudi, il est complètement vide. La MONUSCO compte environ 16 000 soldats et beaucoup de Congolais l'accusent de ne pas les protéger dans un contexte grandissant d'insécurité dans le pays. Le Congo, c'est notre patrimoine. Le Congo, c'est pour les Congolais. Et depuis que la MONUSCO est là, la MONUSCO ne fait rien. La population est égorgée du jour au jour. Et pourtant, nous avons une mission de l'ONU pour sécuriser la population. Mais la population est massacrée. La population, on égorge les gens comme des moutons à la présence de cette MONUSCO-là. Un sentiment partagé par des politiques congolais. Le 15 juillet dernier, le président du Sénat a demandé à la MONUSCO de plier bagage. Un discours qui a justement encouragé ces manifestations. On reste en RDC où le pays a lancé ce jeudi un appel d'offres pour l'octroi de droits d'exploitation de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers. Le projet suscite de vives critiques de la part des ONG environnementales car certains de ces gisements se trouvent dans des zones forestières qui jouent un rôle vital dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les précisions de Clément Bonnereau à Kinshasa. Sur les 27 blocs pétroliers mis aux enchères, 9 se trouvent dans l'immense région de la cuvette centrale qui abrite des forêts tropicales et des tourbières qui comptent parmi les plus importants puits de carbone dans le monde. Elles séquestrent environ 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui équivaut à 82% des émissions mondiales annuelles de dioxyde de carbone liées à l'énergie. Selon des scientifiques et des ONG, leur dégradation pourrait avoir des conséquences irréversibles sur l'environnement. Développer des activités industrielle d'exploitation pétrolière dans ces zones-là va conduire inévitablement à des impacts à la fois sur la biodiversité que régorgent ces zones-là, mais aussi à relâcher dans l'atmosphère les milliards et les milliards de tonnes qui sont séquestrées. Une pétition lancée au début du mois par des ONG congolaises et internationales comme Greenpeace a recueilli plus de 100 000 signatures. Mais pour le gouvernement congolais, la priorité est le développement économique. 100 000 signatures contre 100 millions d'habitants, le choix est clair. L'option que nous avons prise, c'est celui de pouvoir donner à la population congolaise, essayer d'améliorer son quotidien à travers son économie. Une ONG ou des ONG ne peuvent pas dicter à un pays souverain la marche à suivre.
Le gouvernement congolais évalue le potentiel à 22 milliards de barils, ce qui pourrait rapporter 2000 milliards de dollars de revenus. Reste à savoir si cela profitera effectivement à la population congolaise. La RDC se classe régulièrement parmi les pays les plus corrompus de la planète. Et malgré ses importantes ressources minières, les 3/4 des Congolais vivent avec moins de 1,90 $ par jour. On reste dans l'énergie avec cet accord historique. Le projet de gazoduc transsaharien entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger a été signé ce jeudi. À terme, le transsaharien devrait transporter des milliards de cubes de gaz nigérian vers l'Algérie en passant par le Niger avant de poursuivre sa route vers l'Europe. Après le Cameroun, le Bénin hier, Emmanuel Macron est en Guinée-Bissau, dernière étape de la tournée africaine du président français. Au menu des discussions, la sécurité dans le Sahel, une des principales préoccupations de la CEDEAO, dont la Guinée-Bissau vient de prendre la présidence. On écoute les deux chefs d'État. Je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table, en création d'une force anti-putsch qu'on est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast-track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures à arriver chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Nous avons aussi partagé nos inquiétudes sur l'amplification des violences contre les populations civiles au Sahel, plus largement maintenant dans toute la sous-région, et en particulier des exactions commises par les éléments mercenaires déployés au Mali et dont les agissements sont désormais documentés par les rapports des Nations Unies. Wagner, pour ne pas les citer. Force est de constater que les choix faits par la junte malienne aujourd'hui et sa complicité de fait avec la milice Wagner sont particulièrement inefficaces pour lutter contre le terrorisme. Ça n'est d'ailleurs plus leur objectif. Et c'est ce qui a présidé à notre choix de quitter le sol malien. Chez les voisins guinéens de Conakry, de violents affrontements opposés ce jeudi des forces de l'ordre à des jeunes manifestants dans les rues de la capitale. L'opposition avait appelé à une marche pacifique pour exiger des militaires au pouvoir plus de transparence dans la gestion de la transition. Un rassemblement non autorisé par les autorités. Explication avec Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. La tension a été vive toute la journée dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry, notamment sur l'axe Amdalaï-Bambeto-Koloma. Des batailles rangées ont eu lieu entre des jeunes manifestants et les forces de sécurité avec jets de pierre d'un côté et tirs de gaz lacrymogène de l'autre. Les routes ont été barricadées, des pneus brûlés et les commerces complètement fermés. Sur l'autoroute Fidel Castro, un calme précaire règne au carrefour de la tannerie annoncée par le FNDC comme point de départ de cette manifestation a été complètement pris d'assaut par un dispositif impressionnant des forces de sécurité. Pour le porte-parole de la police, la situation est sous contrôle. Depuis 4 h du matin déjà, nous sommes sur le terrain pour aider ceux qui veulent circuler à circuler et voilà, empêcher toute personne qui viendrait troubler l'ordre, toute personne prise sur le terrain en train de jeter de la pierre ou en train de troubler l'ordre public est interpellée. La situation est sous contrôle. Sillonné, vous voyez partout, sur l'autoroute ça circule très bien et à Nyariwada et à Koloma Marché, nous sommes en train de rétablir l'ordre. Pour le chargé des stratégies du FNDC, le mouvement qui a appelé à manifester, il n'est pas question d'abandonner la lutte qu'il estime être démocratique. Tant que cette transition ne s'inscrit pas sur le chemin du retour à l'ordre constitutionnel, le FNDC va continuer à appeler le peuple de Guinée à descendre dans les rues pour exiger de la junte le retour rapide à l'ordre constitutionnel et dénoncer l'instrumentalisation de la justice contre les forces politiques et sociales du pays. On ne peut pas combattre une dictature civile pour accepter l'instauration d'une dictature militaire dans notre pays. À travers des séries de manifestations, le FNDC réclame un cadre de dialogue avec les militaires pour discuter de toutes les questions liées à la transition et surtout de sa durée qui a été portée à 36 mois par les militaires. Une durée rejetée par les principaux partis politiques du pays.
On poursuit notre couverture des législatives au Sénégal qui auront lieu ce dimanche. Les semaines précédant la campagne ont été particulièrement tendues entre le pouvoir et l'opposition et de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un tour de vis du pouvoir et un recul démocratique. Reportage de Sarah Sako, Sam Bradpis et Mbaïndia. Déthié Fall fait partie des leaders de la coalition d'opposition Yewwi Askanoui, écarté des législatives. Aujourd'hui, il appuie la campagne de ses camarades toujours dans la course. Arrêté pour avoir participé à une manifestation interdite mi-juin, il dénonce une répression des opposants. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été enlevé. Et vous avez vu ce qui s'en est suivi, le mandat de dépôt et puis l'emprisonnement injuste. Il y a de la violence sur les opposants, il y a aujourd'hui des arrestations, vous avez vu des éliminations d'opposants pour les élections. Manifestation interdite, affrontements meurtriers en juin entre jeunes et forces de l'ordre, les vives tensions qui ont précédé la campagne électorale inquiètent aussi la société civile. La culture démocratique est faible, la culture d'État est faible, et la culture des droits humains aussi faible. Je pense que toutes ces questions, il faut les évaluer tranquillement, sereinement et collectivement. L'heure est désormais à la détente. La campagne se déroule sans incident majeur. 8 listes nationales sont en lice. Pour le gouvernement, la démocratie au Sénégal se porte bien et les accusations de l'opposition sont infondées. C'est de la propagande d'une opposition dont la stratégie porte sur la suspicion électorale, mais sur le saccage de notre pays. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Et notre démocratie est en train de se consolider et je pense qu'on peut, sans risque de se tromper, dépasser cette qualification traditionnelle d'une démocratie modèle pour dire que nous sommes une démocratie majeure. L'opposition dénonce aussi l'intention prêtée au président Macky Sall de briguer un 3e mandat en 2024. Le chef de l'État a affirmé qu'il se prononcerait sur la question après les législatives. On va en Afrique du Sud où depuis 2 semaines, les habitants vivent sous les coupures d'électricité entre 4 et 6 heures quotidiennes, les plus sévères depuis 2019, et le pays perdrait 4 milliards de rands tous les jours. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Karsten. Dans ce petit parc commercial, on gère comme on peut les pannes d'électricité. Ces entrepreneurs ont entre 2 heures et 6 heures de coupure tous les jours, alors chacun se réorganise. Quand les lumières s'éteignent, je vais chercher mes pièces détachées et dès qu'elles se rallument, je reviens travailler. Les générateurs sont très chers. En ce moment, avec la hausse de l'essence et du diesel, si on utilise un générateur, c'est encore de l'argent en moins. Si vous promettez à votre client que le travail sera fait en 5 jours et que tout à coup on n'a plus de courant, on va mettre bien plus que 5 jours. J'ai perdu vraiment beaucoup de clients comme ça. Les causes de la crise sont complexes. La moitié des générateurs des 14 centrales à charbon du pays ne fonctionnent plus. Corrompue et ruinée, la Compagnie nationale d'électricité n'a pas fait les rénovations nécessaires sur du matériel qui a plus de 40 ans. Le directeur d'Escom ajoute dans une conférence de presse digitale que les grèves de ses salariés n'ont rien arrangé. Malheureusement, avec toutes ces grèves sauvages, cela ne nous a pas aidés, alors qu'on se battait déjà avec la maintenance. On travaille aussi dans des conditions qui sont loin d'être idéales. Il nous faudra plusieurs semaines pour nous rétablir. Le président Ramaphosa se veut rassurant. Il dit qu'il fera appel au secteur privé, qu'il va accélérer la mise en place des énergies renouvelables et qu'il achètera de l'électricité aux pays voisins. Mais les experts sont inquiets. Ce journaliste avait prédit la crise dans son livre en 2015. Les centrales qu'ils ont commencées il y a 12, 13, 14 ans, en 2007 ou 2008, ne sont toujours pas terminées. Et les unités qui ont été terminées se sont avérées déficientes et sérieusement problématiques. L'économie sud-africaine est limitée depuis 10 ans par ses capacités énergétiques. Chacun sait qu'il faudra trouver rapidement des alternatives pour éviter que le pays ne fasse marche arrière. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Dakar à Bissau en passant par Conakry. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.